Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Christophe, bonsoir Martin Pelletier qui nous aura rejoint. Ce soir, dans le libre journal de la plus grande France, je me permets de remplacer Anne-Laure Mahler. Anne-Laure Mahler étant absente et m'a confié la direction du journal, je me permets de reprendre justement le programme qui avait été prévu. En première partie, tout d'abord, la politique de l'arc-en-ciel, une véritable trinité infernale. Nous recevons aujourd'hui Martin Pelletier avec son ouvrage « Le vrai nom du grand bordel », je suis désolé, « Arc-en-ciel au bout de la Révolution, un empire et sa religion ». Livre passionnant à mettre entre toutes les mains. Donc pour la première partie, nous recevons Martin Pelletier. Pour la seconde partie, nous avons les actualités économiques avec mon fidèle complice Christophe. Christophe, bonsoir à vous. Bonsoir François, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, auditrices de Radio Courtoisie. Donc actuellement, vous allez nous parler du retour sur le rapport de la Cour des comptes sur les associations d'aide aux migrants. Exactement. Pour ma part, je prendrai la dernière chronique sur les actualités du Grand Est. Donc, du Grand Est, pas du Grand Est. Nous allons parler de la relation entre la Russie et l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est un pays d'Asie centrale, le poids lourd démographique de l'Asie centrale, et qui a des relations de faux amis avec la Russie. Et c'est ce que nous allons voir. Je vais donner la parole à Martin Pelletier, mais tout d'abord, juste 2-3 petites choses sur l'ouvrage. L'ouvrage est aux éditions, les éditions Le Verbe Haut. Le vrai nom du grand bordel, Arc-en-ciel au bout de la Révolution, un empire et sa religion. Vous pouvez le trouver sur les éditions du Verbe Haut, mais aussi à la librairie française, à la librairie Vincent, en 115 avenue de Bourdonnais, dans le 8e. Donc Martin Pelletier, bonsoir. Merci de nous en rejoindre virtuellement. Oui, c'est un plaisir. Et j'attends vos questions méchantes. Ah, mais elles sont pas forcément méchantes. J'ai lu ce livre qui était très intéressant. La première question qui est un peu, on va dire, bateau, c'est pourquoi avoir écrit ce livre? Dites-moi-en un peu plus. Dites-nous-en un peu plus, puisque Christophe est... Oui, c'est assez simple. J'ai commis il y a 5-6 ans, entre 5 et 6 ans, 2 autres livres qui s'appelaient l'un La Révolution arc-en-ciel et l'autre, l'Empire arc-en-ciel, mais avec le Covid, ça a été un peu, comment dirais-je, occulté. C'est dommage d'ailleurs parce que j'ai annoncé l'usage du Covid dans la Révolution arc-en-ciel qui est parue en octobre 19, donc avant le Covid. Mais simplement, je suis reporter de formation et j'avais observé le travail d'ingénierie sociale que faisait l'OMS sur les pandémies, et j'en déduisais qu'une grosse affaire de pandémie ne pouvait pas tarder à survenir, ce qui a été le cas. Bon, cela dit, dans ces 2 ouvrages qui ont été écrits très très vite, et trop vite, je manquais un peu d'ordre et de recul. Je me suis dit que, après coup, d'ailleurs pas après coup, parce que tout est encore en train de se passer, il était intéressant de faire une synthèse pour expliquer au lecteur ce qui est en train de se passer, qu'on nous vend sous divers mots. Par exemple, on nous parle d'hyperlibéralisme, ultralibéralisme, on nous parle de Big Reset, on nous parle de monde orwellien, on nous parle de beaucoup de choses, de wokisme, etc. Et bien, je me dis, voilà, on va remettre les choses à plat et en ordre et voir comment procède la révolution, parce qu'il y a vraiment une révolution en cours, si vous voulez, on en parlera, qui est en train d'installer un empire dont le but ultime est de produire un nouvel homme avec de nouvelles croyances et donc une nouvelle religion. Voilà. Alors vous avez très bien résumé. Et alors, pour nos éditeurs qui n'ont pas lu le livre, je me permets de parler un peu de ce livre. C'est vrai que quand on voit la couverture, on se dit, bon, ça va parler du LGBTisme. Erreur fatale, puisque c'est cette révolution arc-en-ciel. Il y a la révolution, on va dire, climatique, le LGBTQ+, C+, et affinités, et aussi l'immigration pour dissoudre les identités. Donc on voit ces 3 couleurs primaires de cet arc-en-ciel qui se sont détachées et que les ennemis, on va dire, de notre identité et de, on va dire, notre souveraineté,
utilise. Est-ce que je résume assez bien la pensée du livre? Vous résumez, et c'est pour ça que sur la couverture, que je me permets de montrer, parce qu'elle est jolie, c'est fait. J'ai voulu qu'on mette plein de mots, comme Orwell, 1984, libéralisme, crise, changement climatique, pour bien montrer que cet arc-en-ciel, cette révolution arc-en-ciel, ne se référait pas, comme vous l'avez parfaitement dit, la seule affaire LGBT. Quoi qu'elle soit importante. Bien sûr. Mais voilà. Pour moi, si j'ai parlé d'arc-en-ciel, c'est tout simplement parce que les promoteurs de la révolution arc-en-ciel parlent eux-mêmes d'arc-en-ciel. Prenons l'instrumentalisation de l'antiracisme, qui est la base des migrations. Eh bien, c'est pas moi, c'est Nelson Mandela et Desmond Tutu qui ont parlé précisément de nation arc-en-ciel. Prenons maintenant le mythe du changement du climat par l'homme. Ce n'est pas moi qui ai parlé d'arc-en-ciel, c'est Greenpeace qui avait comme la grosse organisation non gouvernementale écologiste, qui avait comme navire amiral le Rainbow Warrior, qui veut dire en français le guerrier de l'arc-en-ciel. De la même façon que, évidemment, pour tout ce qui est manipulation du sexe et du genre, ce n'est pas moi, c'est les LGBTQ++, comme vous disiez, qui ont choisi le drapeau arc-en-ciel. Ce qui fait que les trois taurons de la révolution arc-en-ciel ont choisi chacun le drapeau arc-en-ciel. Or, non seulement ils ont choisi ce drapeau, mais il y a plus. Il y a que leurs viviers militants sont communs, il y a aussi que leurs méthodes d'agite propre sont communs, et il y a finalement que leur but est commun. Et encore une fois, ce n'est pas moi, c'est mademoiselle Greta Thunberg, qui vous s'en souvenez peut-être en 2018 était une star mondiale en inventant les marches pour le climat. De mon temps, ça s'appelait dérogation. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, et les marches pour le climat. Donc, elle a commis avec d'autres de ses copines idéologues une chronique pour la COP 19 ou 21, je me souviens pas, mais c'est facile à retrouver. Je le mets d'ailleurs dans le livre, de référencer de façon précise. Eh bien, elle a commis une chronique où elle disait ceci, mais très simplement, la crise climatique n'est pas seulement une crise de l'environnement, c'est une crise qui est liée au patriarcat et au colonialisme. Donc, comme vous le voyez, l'arc-en-ciel n'est pas une invention que j'aurais faite, c'est une observation que j'ai faite de la réalité objective et de la réalité des intentions de ses promoteurs. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, pour illustrer ce propos, je vous invite à lire l'étude qu'une journaliste avait effectuée en s'infiltrant dans les différents collectifs. C'était le magazine Frontières. Dans les différents collectifs, le magazine Frontières, une journaliste s'était infiltrée dans des collectifs pour migrants. Et elle avait réussi justement à avoir un certain nombre de passerelles vers les piliers de la Terre, vers vraiment toutes les autres organisations, puisque c'était un vivier commun avec des passerelles communes. Et elle était même d'ailleurs surprise de ces passerelles, parce qu'elle voyait qu'il n'y avait rien à voir entre les migrants et l'environnement pour elle. Mais pour ces gens-là totalement formatés, ça allait de soi. Et c'était très intéressant. Et un véritable travail d'investigation. Voilà, oui, ce qui est de nos jours assez rare dans le journalisme qui traîne. Mais enfin ça, c'est autre chose. C'est suffisamment rare pour être vu et justement lu. Voilà. Alors, une autre... Ce que vous disiez de la base est aussi du sommet, parce qu'on voit, par exemple, je vois une organisation comme l'ECE, qui normalement s'occupe d'économie. Eh bien, quand vous visitez son site, aujourd'hui, les deux premiers liens, enfin pas aujourd'hui, mais quand je regardais, les deux premiers liens renvoyaient aux études de genre, de la même façon que, par exemple, le lien entre climat et migration a été
théorisé dans la notion de migrants climatiques, qui est maintenant ce qui va nous arriver, parce qu'on a eu les migrants des guerres, on a eu les migrants aussi, parce que vous savez, chez eux, ils étaient mal vus en tant que LGBT, et maintenant nous allons avoir également les migrants climatiques. C'est la preuve d'ailleurs que c'est la même révolution faite par les mêmes dans le même dessin. Voilà. Alors, une remarque qui m'a été fournie à l'époque de cette investigation de cette journaliste dans ces milieux-là, mais aussi que je me suis faite en lisant votre livre. Quel est le rôle de l'islam en Europe? Est-ce que ça serait pas la cannibalisation de la couleur verte vers d'autres couleurs de l'arc-en-ciel? Puisque on sait que dans la religion islamique, vis-à-vis des LGBT, c'est quand même pas tout à fait, on va dire, idéal. Et vis-à-vis du climat, je suis pas sûr que les pays islamiques sont les plus en pointe. Donc quel serait justement ce rôle de l'islam? Parce que on voit ces militants LGBTQ+, qui soutiennent des migrants ou des organisations islamistes, disons-le clairement, sachant qu'ils pourraient se faire cannibaliser après. Et on dirait que c'est le petit chaperon rouge qui fait l'apologie du loup, là, qui fait entrer le maximum de loups. Bon, pour dire les choses plus sérieusement, l'islam a, dans l'économie de la révolution arc-en-ciel, deux fonctions. La première, c'est qu'il aide à balayer ce qui reste de sociétés organisées en France et en Europe, et notamment à remplacer, à remplacer le catholicisme. Même chez nous, il y a des églises qui sont transformées en mosquées. Ce n'est pas malheureusement une plaisanterie. De toute manière, l'islam a une vocation de détruire un peu plus notre société actuelle. Mais la deuxième fonction est très simple, et vous venez de le dire, c'est que c'est un repoussoir. C'est quelque chose il y a plusieurs degrés d'islam, mais l'islam, fondamentalement, est à la fois une religion, une législation et une organisation de la société. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est totalisant, sinon totalitaire, et qui ne connaît pas de distinction entre temporel et spirituel. Et c'est donné aujourd'hui, notamment par le biais du terrorisme, comme le repoussoir absolu de la société qui est donnée en exemple, qui est laïque, qui est bisounours et qui est athée. Bien. Donc voilà les deux fonctions de l'islam: balayage et ensuite repoussoir pour susciter dans la population un besoin de protection d'abord. On se protège contre l'islam, dont on accepte beaucoup de pertes de liberté, et on se protège contre l'islam. Donc on affiche ce qu'on appelait à un moment donné, après l'affaire du Bataclan, un patriotisme de terrasse. C'est bien de boire des coups et d'être pour Salman Rushdie contre l'islam conquérant. Bien. Voilà les deux fonctions de l'islam, et les deux marchent bien, parce que il est certain que on peut craindre, on pourrait craindre l'islamisation de l'Europe, par exemple. Et je crois que dans l'idée des musulmans, de certains musulmans du moins, c'est un projet. Mais ce n'est pas le projet de la révolution arc-en-ciel. Le projet de la révolution arc-en-ciel, c'est de maintenir une espèce d'empire global par comment dirais-je, l'équilibre armé entre communautés, et avec justement la suprématie de cette spiritualité laïque, athée, et qui prend pour repoussoir l'islam, bien sûr, mais aussi d'ailleurs ce qu'ils appellent le catholicisme intégriste. Je pense que vous et moi, nous sommes, peut-être, je ne sais pas vous, mais moi je sais que je suis déjà dans le repoussoir de cette belle société qu'on veut nous vendre. Ah, moi, je suis pas du tout dans cette belle société qu'on veut nous vendre. Je suis assez sceptique, malheureusement.
Oui. Je reprendrai les mots d'Elisabeth Badinter, qui disait que une société multiraciale, bon, c'est de fait, ça, c'est comme ça, parce que nous avons des départements d'outre-mer et puis nous avons des migrations, mais une société multiculturelle, ça donnerait une société multiconflictuelle, parce que chacun essaiera de tirer la couverture vers soi et chacun n'aura pas le même modèle. Et moi, je crois plutôt à ça. Qu'une société avec différents modes de pensée, malheureusement, ça ne peut pas être pacifique. Non, mais vous avez raison, vous avez entièrement raison, et c'est ce qui est recherché. Parce que c'est comme ça, c'est par le chaos que va s'établir, qu'est en train de s'établir l'Empire arc-en-ciel. Le vivre ensemble, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Le vivre ensemble ne marche pas, et c'est pour ça qu'il existe. Il est conçu pour ne pas marcher, pour établir un équilibre conflictuel, multiconflictuel, vous le disiez, dans les impossibilités de vivre ensemble, précisément. C'est vrai que certaines personnes, par rapport au vivre ensemble, disent que ceux qui le prêchent ne le pratiquent pas, et ceux qui le vivent n'y croient pas. Donc, je crois que c'est bien résumé, je n'ajouterai rien. Ah, c'est des petites choses qui ont été dites par rapport à ceux qui le prêchaient, mais malheureusement, bon, ils le faisaient pas. Alors, quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est la judiciarisation des conflits, c'est-à-dire vraiment le gouvernement des juges et notamment des juges supranationaux. Donc, il y a plusieurs échelons, vous les avez bien définis, les échelons nationaux, mais aussi au niveau international, c'est-à-dire qu'un certain nombre de juridictions comme les cours de justice de l'Union européenne, mais aussi la CEDH, qui tranchaient tout le temps du côté arc-en-ciel. Et ça, c'est un danger que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent on va faire gagner nos candidats aux élections présidentielles, européennes, mais en oubliant totalement le pouvoir du juge et le fait qu'il y a le gouvernement des juges qui pourra casser et vider de la substance une loi qui irait contre l'arc-en-ciel. Alors, j'écris quelque part que les juges sont les prétoriens de l'Empire. Et vous avez raison, mais ils sont à tous les niveaux et de toutes les juridictions. Je prends deux exemples dans l'actualité très récente. Vous avez, on parlait de la CEDH, vous avez raison de la citer parce qu'elle est dans l'actualité. Là, personne ne connaît en France, la CEDH. Personne sur 1000 ne connaît les attributions du Conseil de l'Europe. Mais le Conseil de l'Europe a institué la CEDH et elle prend des décisions tous les jours. Elle a pris d'ailleurs, et chez nous, je veux dire, par exemple, les parents de Vincent Lambert étaient tellement maltraités en France qu'ils ont fait un recours devant la CEDH qui ne les ont pas du tout sauvés, mais qui ont, ce qui est très intéressant, ça montre comment l'adversaire se sert de nos propres carences, la carence de la justice française, pour asseoir son autorité. Maintenant, la CEDH vient de rendre un jugement dans l'affaire, je ne sais pas si vous avez suivi, du barrage de Sivins dans le Tarn, en 2014. Il y a eu une affaire très très malheureuse. C'était il y a eu une nuit où des casseurs, 150 casseurs, ont attaqué le chantier, ce qui restait du chantier, ont brûlé une génératrice et ont attaqué les gendarmes à coups de cocktails Molotov. Les gendarmes ont répondu avec des grenades offensives qui à l'époque étaient en dotation. Et il y avait dans cette affaire un petit jeune homme, qui s'appelait Rémi Fraisse, qui avait bu un coup de trop, l'autopsie l'a montré, et qui est sorti pour aller voir les choses. Et il est sorti comme ça, avec son petit sac à dos, sans rien. Et il a, mais vraiment un hasard affreux, la grenade offensive s'est logée entre son sac à dos et sa nuque. Évidemment, il est mort sur le coup, c'est catastrophique, etc. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a bien fait de supprimer la dotation des grenades offensives dans ce type de situation, parce que l'expérience prouve qu'une fois sur 1000, ça peut se passer comme ça. Donc tout ça, c'est très bien, sauf qu'enfin, c'est très mal. Mais malheureusement, ça, c'était un malheur. Après, il y a eu un recours qui a été fait devant la CEDH, non pas par l'État,
mais justement pour défendre les casseurs. Et la CEDH a condamné la France. Elle n'a pas condamné les violences qui ont été perpétrées, elle a condamné la France. Ce qui est totalement ahurissant. D'abord, c'est prendre parti pour la révolution et la violence, parce que quand même, c'était une nuit d'ultra-violence. Et voilà. Ça, c'est comme vous disiez tout à l'heure, un niveau. Mais maintenant, on va au plus petit niveau, c'est-à-dire un tribunal administratif de province. J'en parle parce que c'est tombé le même jour, à Toulouse. Là, il y a heureusement pas de mort d'homme. Il y a sur l'autoroute, le projet d'autoroute A69, entre Castres et je sais plus où, Albi, un projet qui coûte 480 millions et sur lequel on a déjà dépensé les 2 tiers et fait les 2 tiers du parcours. Eh bien, les écolos locaux avaient demandé qu'on suspende un moment le chantier à cause de quelques arbres. Le tribunal administratif, les petits juges qui se prennent pour des grands, ont décidé non pas de savoir si l'autorisation était valide ou non, non pas de savoir s'il y avait eu une erreur de la part de l'État dans l'application de telle loi ou de tel règlement, non, parce que tout était régulier, tout simplement. Ils ont décidé, eux, de se saisir du fond et de réétudier eux-mêmes le dossier et de dire que finalement ce projet ne s'imposait pas et de condamner l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce projet est complètement bloqué. Alors que, pendant ce temps-là, quand même, depuis 2 ans, des activistes, parce que là, c'est plus que des militants, des activistes hyper violents ont brûlé des dizaines de véhicules, aussi bien engins de chantier, voitures de police, voitures d'élus, voitures de particuliers. Et tout ça, encore une fois, hop, ça passe à l'as, et on condamne l'État. Donc, comme vous le disiez, à tous les niveaux, de la CEDH au tribunal de province, on condamne l'État et on juge en approuvant l'arc-en-ciel. Ce que je viens de dire pour l'écologie, on pourrait le dire pour l'LGBT et pour tout ce qui concerne l'immigration également. Parce qu'il y a si le lecteur me fait le plaisir de me lire, il verra d'innombrables exemples de toutes les juridictions et dans tous les domaines. Et à mon avis, le plus fort de tout ça, c'est quand même le Conseil constitutionnel, dont nous allons maintenant, où on va toucher à un nouveau président, mais dont l'ancien président, Laurent Fabius, était quand même une vedette. Ah oui. Et si vous voulez, on pourra en dire quelques mots. Ah ben, cette famille, père, fils, bon, bref. Et je voulais juste revenir sur la CEDH. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la CEDH, c'est une juridiction supranationale auquel chaque pays donne un juge. Alors, ce ne sont pas les pays seulement de l'Union européenne, même si pour entrer dans l'Union européenne, vous devez adhérer à la CEDH. Il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire que s'il y en a un qui respecte pas, vous pouvez pas dire non, l'un ne respecte pas, donc moi je respecte pas. Non, ça c'est imposé. Vous regardez les contours de la CEDH, c'est assez amusant. Il y a l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie. Vous avez l'Ukraine. Vous n'avez pas la Biélorussie et la Russie. Je crois qu'on lui a montré la porte de sortie et il voulait en sortir. Ils y étaient. Ils ont été suspendus en 96 pour soi-disant officiellement les exactions en Tchétchénie, mais quand Yeltsin a été rétabli, il s'est précipité de donner un certain nombre de gages. Je reviens juste sur un exemple pour montrer la duplicité de cette juridiction. La France s'est fait condamner, ainsi que la Turquie on comprend mieux, pour torture. Puisque, soi-disant, nous ne respectons pas les droits de nos chers prisonniers, les tueurs, les voleurs, les assassins, et les délinquants, et qu'ils étaient maltraités en prison. Quelques années plus tard, Robert Badinter, lors d'une visite surprise dans les prisons ukrainiennes, je crois que c'était en 2012 ou 2013, il s'est rendu compte que dans les prisons pour mineurs, il y avait des majeurs. Oui, vous avez bien entendu, chers auditeurs. Et je vous laisse deviner que les mineurs, à mon avis, avaient le dessous quand il y avait une bagarre. L'Ukraine n'a jamais été condamnée,
puisque l'Ukraine avait donné des gages à la CEDH. Et la France, elle a été plusieurs fois condamnée pour maltraitance envers ses prisonniers. Les juridictions administratives avaient condamné aussi la France à plusieurs reprises pour maltraitance de ses prisonniers. Alors qu'on comprend assez vite que d'autres pays, les prisonniers sont moins bien traités. Je pense à la Roumanie, ou à la Grèce, ou à la Pologne. À mon avis, je crois que les délinquants de ces pays-là préféraient être logés en France, puisque le confort serait peut-être un peu mieux. Mais on voit la perversité de ce système qui est de condamner et d'imposer un certain nombre de règles dans les pays où l'arc-en-ciel est beaucoup plus fort. Et c'est intéressant que vous parliez du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel, à l'origine, c'était voulu par le général de Gaulle pour pas que les parlementaires puissent faire une sorte de 4e République, si je me trompe pas. Et on voit que le système est devenu fou parce que le Conseil constitutionnel arrive, on le voit avec une certaine loi, par exemple les lois sur l'immigration, arrive à censurer un certain nombre de parties du texte et de vider de la substance, puisque ça ne convient pas à ces messieurs, et ils arrivent à interpréter le droit d'une certaine manière pour défaire le travail du législateur. Alors, si on a 2 minutes, je vous en prie, vous les avez. J'aimerais vous parler justement de Laurent Fabius, l'homme auparavant, parce que vous êtes trop jeune pour vous souvenir de tout ça, mais il a été quand même impliqué dans le plus abominable scandale de la Ve République, et celui du sang contaminé au moment du sida. Quoi qu'il en soit, Laurent Fabius oublie simplement l'histoire du Conseil constitutionnel, mais le 2 décembre, il était l'invité de l'Académie des sciences morales et politiques, et il a fait un des grands discours très très érudits. C'est intéressant, l'Académie des sciences morales et politiques, avec Laurent Fabius. C'est intéressant. Oui, c'est Jacques Land à une réunion contre la pédophilie. Oui. il était l'invité d'honneur. Donc il a, comment dirais-je, il a fait l'histoire de l'usurpation, parce qu'on ne peut pas dire autre chose que le mot usurpation, l'histoire de l'usurpation du Conseil constitutionnel. Pour lui, ce que nous appelons usurpation, il l'a appelé consolidation du droit et avancée du droit, naturellement. Donc il l'a fait d'ailleurs d'une façon assez systématique, parce qu'il est tout sauf sot, et il en a repéré les grands moments. Et notamment le plus grand moment qui est le 19 juin 1971, où, saisi pour savoir si une loi, c'était la loi sur les associations, devait être, les associations devaient être, comme le demandait le législateur, soumises à autorisation, eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré la loi, contre l'avis, ce qui est tout à fait extraordinaire, contre l'avis du rapporteur. Et il l'a fait pour des motifs politiques, et comment dirais-je, quand on lit, tout simplement parce que ça peut se lire en ligne, le compte-rendu de la séance, c'est tout à fait clair. Mais Laurent Fabius prétend naturellement que c'est le droit qui prime et que le Conseil constitutionnel ne juge jamais en politique. C'est évidemment une plaisanterie, parce que dans la décision de septembre 1995 sur les comptes de campagne de messieurs Balladur et Chirac, qui étaient tous invalides, tous les deux invalides, c'est bien simple. Hein. Et encore une fois, c'est notre confrère France Inter ou France Info qui a sorti l'affaire à l'époque. Non, pas à l'époque, maintenant, il y a quelque temps. Eh bien, on voit que les efforts désespérés des politiques du Conseil pour, comment dirais-je, dédire le travail des auditeurs, qui étaient d'ailleurs des conseillers d'État, hein, pas vous et moi, c'est pas le William P, qui avait passé 3 mois tout épluché et qui disait, écoutez, non, ça dépasse de tous les coins et les dépenses ne sont pas claires et les recettes ne sont pas claires. Donc ça devait être invalidé, et pour des motifs politiques, parce que Chirac venait d'être élu, on a le Conseil
constitutionnel a pris une décision politique. Et c'est toujours la même chose. Si on parle d'une décision qui est tout aussi importante, celle d'octobre 62 sur le Conseil, sur le référendum portant sur l'élection présidentielle au suffrage universel. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un fait. Oui. Et je dirais c'est même un fait central de la Ve République. Hein. Mais à l'époque, le général de Gaulle a décidé cela, tout seul, et de soumettre au référendum la question. Alors, ce qui se présentait à lui comme alternative, c'était soit de prendre l'article 89 de la Constitution, mais alors, ça voulait dire qu'il fallait l'assentiment du Sénat et de l'Assemblée nationale, il ne les avait pas, soit de prendre l'article 11. Il a pris l'article 11, tout le monde a fumé, ils se sont tous bouffés le foie pendant plusieurs heures, et puis finalement, ils se sont déclarés incompétents. Mais les vieux, je veux dire les tenants de la 4e République, il y avait le président Vincent Auriol et le président Vincent Coty, qui étaient tous les deux membres de droit du Conseil constitutionnel, et qui disaient, mais non, il faut retoquer l'affaire. Et ils prennent exactement la position que prend aujourd'hui Laurent Fabius pour dire, si un nouveau pouvoir vient à l'Élysée et à Matignon et veut changer la Constitution, il ne pourra pas utiliser l'article 11. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si on doit passer par l'article 89, on n'aura jamais la majorité nécessaire à changer un système qui ne veut pas être changé. Donc, le président actuel, jusqu'au 7 mars, il est encore à minuit, le président actuel du Conseil constitutionnel nous explique, contrairement à la volonté affichée à l'analyse du fondateur de la Ve République, et contrairement à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de l'époque, que lui, il l'a dit, il imposerait, et le Conseil constitutionnel imposerait aujourd'hui le recours au seul article 89. Donc vous voyez qu'il a une décision, il prend une analyse sous couleur de juridisme, une analyse purement politique, qui s'oppose, un, à l'avis du fondateur de la Ve République, et deux, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est vous dire que le Conseil constitutionnel est un organe purement politique qui a pour, comme dirais-je, qui a un habillage juridique, mais qui ne juge pas en termes de droit. Ça, c'est vrai que l'illusion tombe assez vite. J'irai même plus loin dans la réflexion, et je crois que nos auditeurs le voient, c'est qu'un certain nombre de parlementaires, on voit la déconnexion entre les parlementaires et le peuple. Un certain nombre de parlementaires, et c'était un des grands barons du Parti socialiste, on va dire le Parti socialiste mourant, qui disait on ne peut pas soumettre des choses au référendum parce que le peuple voterait mal. Et il donnait un certain nombre d'argumentations un peu bêtes. Il disait oui, on pourrait ne pas légaliser le mariage homosexuel, on pourrait restreindre très fortement l'immigration et on pourrait sortir de l'Europe. C'est-à-dire que ces gens-là nous expliquent très gentiment que le peuple est trop bête et que eux savent ce qui est bon pour nous. C'est ça, c'est ce qu'on voit exactement. Ça, je partage, François. C'est que, en fait, je pense qu'il y a une grande désintermédiation. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir le peuple de la démocratie, et le Conseil constitutionnel notamment, mais toutes les instances dont on parle, permettent en fait de légitimer l'absence de démocratie. On peut voter au Parlement, puis en fait, c'est vidé de sa substance dans des institutions, c'est devenu une cour suprême, enfin qui balaye d'un revers de main la volonté populaire, entre guillemets. Non seulement vous avez raison, mais ça a été théorisé, encore une fois, et alors toujours par Laurent Fabius, mais plus récemment encore. Le 8 janvier 2025, il a présenté ses vœux, comme le veut la tradition, au président de la République. Et il l'a mis en garde contre, justement, ceux qui voient une crise de la démocratie, il les a mis en garde contre toute atteinte, ce qu'il appelle les atteintes à la Constitution. Et il a justifié cette espèce de mise à l'écart du peuple radicale par ce qu'il appelle le
constitutionnalisme. Et il a justifié le constitutionnalisme par le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour éviter des dérives regrettables, des régimes qui avaient été élus démocratiquement, la référence est claire, c'est celle au nazisme, qui effectivement qui est venue par les urnes. Pour éviter cela, il fallait mettre en place un régime constitutionnaliste avec finalement ce qu'on pourrait dire le culte de la lettre suprême qui empêche le peuple de faire des bêtises. Oui, vous êtes tout à fait dans la réalité. Et on voit par le mépris de ces élites et ces tenants de ce système et de sa révolution envers les gens qui pourraient justement le contester. Moi, j'ai une petite question, peut-être, Martin Pelletier, c'est dans cette révolution que vous évoquez, est-ce que nous sommes face à des puissants lobbies qui sont très organisés entre eux et qui, en fait, mènent cette révolution, ou est-ce qu'il y a aussi en parallèle, ou est-ce que c'est des effets d'opportunité face à par exemple, à une déchristianisation, hein, on peut le dire, de la France, et avec, en fait, quelque part, des mouvements, alors par exemple le mouvement LGBT, l'immigration, l'islam, qui, quelque part, trouvent des luttes communes pour faire rayonner leurs idées, si quelque part. Est-ce que vous pensez que c'est organisé ou que c'est aussi des effets d'opportunité, ou les deux? Mais la réponse est dans la question, les deux. Mais il faut bien voir quand même qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement au départ. Hein. Il y a un mouvement au départ qui a commencé dans les années 70. Il faut voir comment ça s'est passé, alors historiquement. Et je crois que l'instance qui a coordonné tout ça au départ, c'est l'ONU. Alors, dans les années 70, vous avez à la suite de la guerre froide, vous avez un phénomène de détente après Khrouchtchev et à ce moment-là, et qui dont l'idée a été comment faire pour comment dirais-je, c'est très compliqué de vous regarder ensemble avec vos petits papiers, mais donc alors je reprends. À ce moment-là, il y a eu un mouvement de convergence des blocs et un peu de fusion des internationales. Il y a eu des gens qui ont pensé à ça. Il y a des associations, enfin des sociétés de pensée comme par exemple le CFR aux États-Unis. L'ONU a fait ce qu'on appelle des conférences de coordination. Donc c'est pas le terme. Il y a eu une conférence, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la migration, des migrations. Il y a eu une conférence à Bucarest en 73 ou 14 qui a mis en branle les politiques qui ont été ensuite appliquées à l'échelle continentale. De la même façon que pour ce qui regarde les questions de genre et de féminisme, ça a été décidé dans les conférences de 85, de 95 à Pékin sur les femmes notamment. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de gender mainstreaming, par exemple. Et les idées, les concepts et les mots ont été repris ensuite par les diplomaties. C'est à ce moment-là que le concept de mariage pour tous est parti et qui a été ensuite, qui est redescendu en parapluie, justement par le Conseil de l'Europe, par les recommandations du Parlement européen. Et ce qui est très amusant, c'est de voir comment ça arrive, par exemple, en bout de ligne, en 2013, en France et en Grande-Bretagne. Vous avez en Grande-Bretagne un gouvernement conservateur, assez conservateur, de David Cameron. Et vous avez en France François Hollande. Les deux, avec ce système de parapluie, font passer la même législation. Il faut comprendre, donc c'est vraiment coordonné. C'est pas une plaisanterie du tout. De la même façon que les questions alors c'est quand même des points les plus importants parce que opérationnellement c'est là qu'est parti le premier
la première offensive arc-en-ciel. Opérationnellement, ça a commencé avec le climat, enfin, l'environnement, on parlait pas encore de climat. Mais il y a eu en 1972, donc vraiment tout au début de cet effort des années 70, une conférence à Stockholm qui était sur la première conférence sur l'environnement. C'est à ce moment-là qu'ont été forgés, par exemple, les concepts de développement durable, ou plutôt soutenable, en anglais et en français d'ailleurs. Bon, et c'est à partir de là qu'ont été lancés ce qu'on appelle en anglais, alors les agendas, c'est-à-dire les programmes. On ne dit pas un agenda en français, on dit un programme. Bon, donc ce qui a fait, mais en latin on peut comprendre. Agenda, c'est ce qui doit être fait. Bon, quoi qu'il en soit. C'est à ce moment-là qui est parti pour l'environnement ce mouvement. C'est intéressant de voir qui fait ces choses-là. Vous avez par exemple le secrétaire général le conseiller en matière d'environnement de tous les secrétaires généraux pendant 20 ans va être Maurice Strong. Maurice Strong est un socialiste canadien qui a travaillé dans le pétrole d'ailleurs à un moment donné, qui était, je le raconte ici, complètement barjot, mais qui était intéressant et qui a poussé cette politique verte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit souvent maintenant, on parle depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années de vert pastèque, c'est-à-dire vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Moi, je dirais vert arc-en-ciel, parce que s'il est vrai que beaucoup de gens d'écolos sont à l'origine des gens d'extrême gauche, c'est pas le vrai de tout le monde. Je prends le cas de Brice Lalonde, des peintres d'extrême gauche. Je prends le cas de, comment il s'appelait, celui qui avait une moumoute, là, qui était le candidat à l'élection présidentielle. Comment il s'appelait? Bon, quoi qu'il en soit, ça me reviendra quand ça me sera passé. Noël Mamère, vous voulez dire? Comment? Noël Mamère? Non. Non, lui, il n'avait pas de moumoute. Je lui, comme prof, à un moment donné. Excusez-moi. Il était plutôt gentil. Il avait une moustache, en revanche. Il avait une moustache. Une moustache. Non, il y en avait un autre qui était... Antoine Wechter. Ah oui, Wechter, oui. Tout à fait. Il n'était pas du tout d'extrême gauche, lui. Non. Non, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que le vert est la couleur qui couvre l'arc-en-ciel. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Alors, c'est un point vraiment important. Vous avez eu des déclarations au début des années 2000 et jusqu'aux années 2015 de deux personnes très importantes. La première est celle de Ottmar Edenhofer, qui est un Allemand, qui était directeur de l'Institut Potsdam. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, souvenez de l'Institut Potsdam, c'est le plus grand laboratoire d'idées concernant l'économie et l'écologie. C'est lui qui fournit simplement la chancellerie allemande. C'est lui, le gouvernement des États-Unis s'est fourni auprès de lui, et il a contribué à conseiller à la rédaction de Laudato Si, la grande encyclique de François du pape François sur l'écologie. Bien, donc c'est pas n'importe qui. Et il l'a déclaré, mais officiellement, et là je le cite avec la documentation nécessaire, il faut perdre l'illusion que ce que nous nommons politique environnementale a quoi que ce soit à voir avec l'environnement. C'est une manière de redistribuer les richesses. Ça, et il le dit de façon plus détaillée, mais je ne veux pas embêter l'auditeur avec de trop longues citations. Et il y en a une autre qui est encore plus intéressante, c'est Christiana Figueres. C'est une diplomate sud-américaine qui était patronne du PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement et le développement. C'est donc, encore une fois, pas n'importe qui. C'est elle qui a préparé la réunion de Paris d'où sont sortis les accords de Paris. Donc, une grosse pointure. Et elle a très bien dit
c'est dommage que je puisse pas le citer parce que je sais pas quelle page ça se trouve, mais elle a très bien dit ce que nous sommes en train d'entreprendre n'a pas de précédent. La révolution industrielle a certainement changé la façon, l'économie du monde et la façon de vivre, mais ce n'était pas un processus centralisé ni pensé. Or, nous, oui, ce qui est en train de se faire, c'est donc par le biais du paradigme écologiste, c'est une redistribution des richesses, une façon nouvelle de consommer, de concevoir et de produire. Donc c'est une révolution industrielle et mentale, mais centralisée, alors que ce qu'on appelle la révolution industrielle est un processus spontané, qui est né des efforts et des trouvailles de milliers de gens dans le monde. Mais là, c'est un processus socialisant. Voilà. Martin Pelletier, merci. Je vais devoir passer un petit bobino. Allez. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous sommes de retour dans le studio et nous allons continuer cette interview passionnante avec Martin Pelletier qui nous présente son dernier livre, Le vrai nom du grand bordel arc-en-ciel, au bout de la Révolution, un empire et sa religion. Alors, Martin Pelletier, j'ai reçu un certain nombre de questions et je voulais les placer par rapport à mon plan et à mes propres questions, comme ça permet de ne pas faire doublon et cela permet aussi de respecter l'auditeur qui nous écoute et qui veut nous poser un certain nombre de questions. Alors, un de nos auditeurs explique « J'entends que l'islam est une religion religieuse et intemporelle, mais c'est dommage qu'il n'en sort pas ainsi chez nous en France. L'empereur, il parle de Napoléon, s'est lui-même couronné, ainsi que Bokassa Ier, bon, c'est peut-être pas une référence, en présence de Giscard d'Estaing. Bon, malheureusement, notre Église catholique romaine fut brisée, persécutée. Rappelons-nous du génocide vendéen perpétré par les révolutionnaires républicains. Je ne reproche pas à l'islam de vouloir régler le temporel et les religions. Je regrette que nous ne sommes pas dans cette ligne-là. Grâce à Dieu et surtout pas grâce à la République. Donc voilà, quelqu'un qui nous fait part de sa réflexion. Et ça vient justement à ma question. On voit quels sont les ennemis déclarés de cette révolution arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans votre livre, c'est quand vous parlez de Tsipras. Tsipras, qui est un mouvement, on va dire, très à gauche grec, qui a été soutenu par l'arc-en-ciel, et on oublie le principal travail que Tsipras a fait en Grèce, c'est la destruction des privilèges de l'Église orthodoxe grecque dans le pays, et ça a causé un certain nombre de dommages au niveau social, au niveau de l'éducation, et ce qui a permis après à ce que la Grèce soit le tout premier pays ayant la religion orthodoxe à légaliser le mariage homosexuel. Ce qui a été une énorme révolution dans le pays, parce que quand on connaît la Grèce des années 2000, et quand on voit actuellement qu'ils ont réussi à passer la loi pour justement permettre le mariage homosexuel, c'est quand même une révolution importante. Là, c'est une prise de guerre faite par la révolution arc-en-ciel grâce à ces mouvements très à gauche qui a été importante. Et avec une bénédiction d'une partie des personnes qui veulent, on va dire, l'interreligiosité, l'arc-en-ciel version église. Je vous laisse commenter mon propos, Martin Pelletier. Je voudrais ajouter deux choses. Je vous en prie. D'abord, pour répondre à l'auditeur, ça me semble très important. Oui, je vous en prie. Je pense qu'il souhaiterait que l'Église redevienne plus florissante. Plus florissante d'un côté, plus convaincante de l'autre, et que évidemment la royauté du Christ roi est une chose qui est souhaitable. Tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas cependant oublier, c'est que l'Église catholique distingue
le spirituel et le temporel, ce que ne fait pas l'islam. L'islam. Et c'est là que le bas blesse. Bon, ça c'est donc, pour aller très vite, ma réponse à notre auditeur. Pour parler de Syriza et de M. Tsipras, ce sont des gens qui se sont tout de suite avérés incapables de gouverner, il faut bien le dire. Ça, on est d'accord. Ils n'ont pas du tout, parce qu'ils avaient un ministre des Finances qui a dit, je ne sais pas ce qu'il a pu faire, mais qui a dit pendant quelques mois des choses fort intéressantes sur l'Union soviétique, sur l'Union européenne, qui est à peu près la même chose, et sur la Troïka, sur la façon de vouloir résoudre les problèmes économiques. Ça, il n'a rien pu faire. Enfin, il n'a rien fait. Son chef de gouvernement, qui est un Tsipras, s'est complètement couché devant l'Allemagne, liquidé. Donc c'est toujours la même chose. On prend un type d'extrême gauche qui prend les voix du peuple, quand même, parce qu'il a été élu, très bien élu, parce qu'il dit quelque chose de vrai sur la question économique, il ne fera rien, et en revanche, pendant ce temps-là, il fait ce que vous dites, il fait passer des lois sociétales, c'est-à-dire en bon français des lois morales, ou plutôt des lois immorales, pour être précis. Et ça se passe toujours comme ça. Mais d'un autre côté, quand vous élisez en France, par exemple, un président dit de droite comme Jacques Chirac, il ne fait rien non plus pour sortir de la dette, hein, et il laisse passer des lois sociétales catastrophiques. C'est ça l'intérêt de cette révolution, qui est une révolution spirituelle et idéologique. Elle est transpartisane. Elle peut se servir aussi bien de la droite que de la gauche. Et elle se servira en ce moment même de ses ennemis. On verra un jour, le résultat de Trump n'est pas très clair, alors qu'on voit bien qu'il a certaines velléités d'attaquer bille en tête les têtes de l'hydre arc-en-ciel. Mais comme il s'y prend quelquefois de façon un peu, je dirais pour moi, maladroite, eh bien il est possible que l'arc-en-ciel s'en sorte très bien. Bon, ça c'est une façon de voir qui est très très pessimiste, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je voulais juste revenir sur les ennemis de cette révolution arc-en-ciel. Alors, ennemis désignés par le tribunal arc-en-ciel, bien entendu. Hein. Oui. Donc, nous avons vu l'Église catholique romaine, ça c'est sûr, qui est mis à l'index, parce qu'il considère qu'elle est trop patriarcale, trop, on va dire, qui dit un certain nombre de choses qui n'est pas conforme à leur doctrine si belle et si jolie. Il y a aussi, alors... Une tentative excusez-moi de vous couper, je vous prie. Je pense une tentative d'infiltration de l'Église catholique par l'arc-en-ciel, par le biais tout simplement du synode, et on le voit, et même d'une certaine... Regardez le père Martins qui a réussi à faire passer Fiducia Supplicans, qui est une erreur. Bon, mais remarquez, c'est une erreur qui n'est peut-être pas très grave, parce que elle a suscité une levée mondiale de boucliers. Et je ne connais pas notre Saint-Père le Pape, mais je sais qu'il est jésuite. Bon. Et je sais aussi qu'il a eu quand même une fois, pour parler des homosexuels dans l'Église, un mot d'argot romain qui est extrêmement dur. Je ne m'étonnerais pas, on sait jamais. Avec vous savez comment ça joue au billard, jésuite. Voilà. Je ne m'étonnerais pas qu'il ait laissé passer Fiducia Supplicans pour voir, et éventuellement pour que ce soit rejeté. D'accord. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est vrai. Alors, je suis peut-être optimiste, là, vous voulez me dire. Bon, oui, mais vous avez raison de prier, et vous avez raison d'espérer, et vous avez tout à fait raison. Un grand absent de votre livre, c'est les attaques contre un ennemi total de l'arc-en-ciel, c'est l'Église orthodoxe russe et la Russie. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel déteste ce pays. Il suffit de dire que la personne ne veut pas que des Russes se fassent tuer. Bon, bah forcément, hein, il mérite d'être au banc du tribunal. On voit que Raphaël Glucksmann
son père était un farouche défenseur de la République islamique d'Itchkeria, c'est-à-dire les rebelles tchétchènes, c'est-à-dire des gens quand même qui voulaient la charia. Là, on est dans le vert, très vert. Hein. Tout ça, c'était justifié pour insulter la Russie. Bon, c'était quand même un peu bizarre. Et paradoxalement, nous le verrons dans la suite du programme, la Russie a une coexistence entre plusieurs religions, plusieurs ethnies, mais est farouchement opposée au LGBTQ+, et puis au niveau climatique, je crois que les exigences écologiques ne sont pas tout à fait écoutées, on va dire ça gentiment. Alors, il y a deux choses. Je vois que l'orthodoxie, soyons clairs, tout ce qui est vraiment chrétien est fondamentalement, alors ça va beaucoup plus loin que la politique, on est au niveau idéologique. Je pense aussi. C'est le seul adversaire réel, hein, c'est le christianisme. C'est clair. L'arc-en-ciel veut le détruire et veut le remplacer. Ça, c'est la 4e partie du bouquin. C'est vraiment, il faut, par tous les moyens, il s'agit d'abattre le christianisme. Quant à la Russie, je suis partagé, parce que j'ai trouvé comme vous, je vais vous dire, tout à fait scandaleux, notamment depuis quelques années, depuis 2022, le déluge de propagande anti-russe qui a été fait. Je me souviens quand même l'université de Bologne, qui est une des plus anciennes et des plus éclairées d'Italie, a interdit la diffusion de Dostoïevski dans les cours. Voilà, tout était dit. On est arrivé au niveau zéro de la politique, de l'intelligence, de la réflexion. Bien, mais je me demande, parce que je me méfie toujours des pouvoirs, je me méfie des pouvoirs faibles, mais je me méfie des pouvoirs forts aussi. Vladimir Poutine joue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de du regard extrêmement ironique et de la ferme qu'il porte sur les questions de genre et d'homosexualité. Donc le côté rose de l'arc-en-ciel, il est contre, il le fait savoir. Ça marche très bien en Russie, parce que les Russes sont pas fous, et ça marche pas mal chez nous, puisque tout ça caresse dans le sens du poil les chrétiens et les nationalistes. Voilà. Et donc, les communistes aussi. N'oubliez pas. N'oublions pas. Les communistes étaient passables de déportation, c'était de la déviance sociale ou je sais pas quoi. On est bien d'accord, mais les communistes aujourd'hui, oui, il y en a plus des millions en France. À mon avis. Je suis d'accord. En Russie, il y en a quelques-uns. Oui, oui, en Russie, oui. Voilà la position. Mais alors, qu'est-ce qu'il pense vraiment sur les questions de fond? Il y a une chose qui m'agace, qui me fait peur en Russie, en dehors des questions géopolitiques sur lesquelles je n'ai pas de compétences, et puis c'est trop loin de la question pour qu'on en parle. Il y a une chose qui me fait peur, c'est la question, il y en a deux, la question de l'avortement. L'avortement, alors que l'Église orthodoxe est bien sûr contre, mais le pouvoir russe n'est pas très clair là-dessus. Il n'est même pas contre, il permet l'avortement, même si peut-être il le déplore in petto, mais il le permet. Et puis il y a la question, comme vous le dites, de cet empire qui est fondamentalement multireligieux, hein, et voilà, c'est clair. Poutine supporte très bien les mosquées et c'est quelque chose qui se comprend bien, peut-être, historiquement, dans l'Empire tsariste, mais qui aujourd'hui ne donne pas un modèle, on en parlait tout à l'heure, un modèle de vivre ensemble qui puisse marcher. Voilà, ma position. Alors, je me permets de donner deux informations, parce que je connais un peu la Russie. Alors, l'avortement, en fait, la Russie ne veut pas légiférer, l'interdire pour une raison très simple. C'est que ils ne veulent pas d'avortement clandestin, puisque un certain nombre d'actes médicaux en Russie se faisaient illégalement. Donc l'idée, c'est de laisser l'avortement légal pour pas que les femmes qui ne désirent pas d'enfants n'avortent pas dans des conditions terribles. Je
j'admets, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est une Simone Veil. Oui, ben voilà, c'est leur argument. Bon, c'est l'argument qu'ils donnent. Oui, je ne défends pas, je donne juste le point. Le deuxième point sur le fait que la Russie soit multiculturelle. La Russie, depuis, on va dire, presque 400 ans, 500 ans, depuis la prise de Kazan, ils ont toujours cette idée-là. Cette idée-là que c'est l'aigle à deux têtes, et ils ne sortent pas de cette idée d'empire, puisqu'ils considèrent que l'État russe, le modèle russe dominant, russe orthodoxe, est le plus fort. Et que le musulman, il n'a qu'à s'adapter. Je donne pour preuve les lois musulmanes en Russie, pour les Russies tatares, pas pour les Russies tchétchènes. Elles sont bien différentes, on va dire, bien différentes et bien plus favorables aux femmes. Par exemple, elles peuvent divorcer, elles n'ont pas à mettre le voile, la polygamie est interdite, que en Algérie. Et donc, ils se disent, on peut changer un peu cet islam et mettre un peu d'eau dans le vin de cet islam. C'est un argument qui se tient quand les musulmans sont pas très nombreux, mais quand il arrive, les proportions commencent à augmenter sur certains territoires, le gouvernement russe a tendance à acheter la loyauté de cette minorité en leur donnant de l'autonomie. C'est vrai que ça peut remettre en cause une certaine cohésion nationale. Et je rejoins l'idée de l'avortement. Les Russes pensent qu'ils veulent contrôler les naissances, notamment des minorités. C'est-à-dire qu'actuellement, la Russie est négative, non pas par des phénomènes naturels, mais aussi parce que les minorités musulmanes, notamment les Tchétchènes et les Daguestanais, ont vu leur natalité décroître. Et donc, ils se disent, tant mieux, ces contrôles de natalité vont faire en sorte de rééquilibrer la slavité de notre pays. Ce qui est un argument un peu bancal. Je veux bien le comprendre, cet argument, mais je pense qu'il n'est pas très chrétien. Mais mais vous avez des gens qui sont des chefs d'État qui mettent parfois leur christianisme... C'est dans les contradictions. Voilà. Oui, on ne sait pas le christianisme de Vladimir Poutine. Et en effet, je pense que le sujet est compliqué, puisque ça lui permet aussi, en favorisant au moins vis-à-vis de l'extérieur cet islam, d'avoir des appuis dans le monde, dans le Moyen-Orient, dans différents autres pays. Alors ça, vous faites référence à une de mes chroniques. C'est vrai que la Russie actuelle, de toute façon, la Russie post-soviétique s'est toujours appuyée sur le monde musulman. J'en ai pour preuve, avant Vladimir Poutine, le Premier ministre, c'était Yevgeny Primakov, ancien numéro 2 des services du KGB, et qui était ancien ministre des Affaires étrangères de Boris Yeltsin, qui était parmi les plus populaires. Il était arabophone. Et il utilisait énormément sa connaissance du monde arabe et du monde musulman pour s'attirer la sympathie des pays arabes et des pays musulmans pour favoriser la Russie. Donc, là on est d'accord. Et c'est autre chose, c'est que c'est de la géopolitique. C'est la réelle politique. C'est la réelle politique. Mais c'est vrai que quand vous avez des pays musulmans qui vous sont favorables, c'est vrai que ça calme des histoires de rébellion musulmane que vous avez à l'intérieur. Puisque c'est des musulmans russes, il n'y avait pas de solidarité de musulmans russes et du monde musulman par rapport à la rébellion tchétchène. Contrairement, par exemple, à l'affaire afghane, où là, les pays musulmans s'étaient un peu ligués contre l'Union soviétique. Vous n'avez pas tort, mais on est bien loin de l'arc-en-ciel. Ah oui, on est bien loin. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Alors, un autre ennemi aussi de l'arc-en-ciel, c'est les États-nations. Je vois que l'arc-en-ciel déteste les États-nations et tout ce qui pourrait rappeler quelque chose d'un peu homogène et d'un peu, on va dire, de consistant. Et que, pour eux, ils considèrent qu'un État-nation, c'est quelque chose qui leur est insupportable. Et qu'ils ont tendance à vouloir favoriser des minorités ethniques par le biais de l'immigration ou par le biais, par exemple, de problématiques régionales. Alors, l'État-nation qui marche. Qui marche, oui. Bien le dire. L'État-nation qui marche est l'ennemi de l'arc-en-ciel, ce qui fait que, comme vous venez de le dire, on le prend en cisaille entre la région et l'échelon international, supranational. Le but intermédiaire étant
Ça a été dit d'ailleurs par un des hiérarques internationaux, de dire que il faut arriver d'abord, on n'arrive pas d'un seul coup au gouvernement mondial, il faut arriver d'abord à des gouvernements, ce qu'ils appellent régionaux, c'est-à-dire continentaux. Donc c'est comme pour ça que l'Union européenne a été fondée. C'est dans le même esprit qu'on essaye qu'on a essayé, mais avec beaucoup plus de difficultés, d'unifier l'Afrique, qu'on essaie également d'unifier l'Amérique, les deux Amériques. Bon, ça c'est clair. On sabote. Alors, vous avez bien dit que une des façons vraiment efficaces de saboter l'État-nation qui fonctionne, il y en a d'autres. Il y a la dette, il y a l'immigration, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, et il y a le vivre ensemble, puisqu'il ne marche pas, donc il crée des conflits qui suppriment la cohésion nationale. Si vous prenez la France de 1965, par exemple, vous avez combien 400 000 musulmans et immigrés. Voilà, c'est pas du tout vous avez une école forte, vous avez une église forte encore, vous avez une armée forte. Une armée avec un service militaire. Avec un service militaire. Vous avez donc une forte cohésion nationale qui évidemment n'existe absolument plus. Bon, et il y a également parmi les moyens d'affaiblir l'État-nation qui marche, il y a la pauvreté. La France de 1965 ou 66 est troisième ou quatrième économie mondiale. Troisième, je pense. Elle est devant le Japon, pour vous dire. Donc, on n'est plus du tout dans la même cour, quoi. Vous démolissez, tout simplement. La première chose qu'a fait l'Arc-en-Ciel, c'est de démolir les nations qui marchent et d'essayer de construire un échelon supérieur avec auquel petit à petit on donne de plus en plus d'attributions, de compétences qui n'avaient pas à l'origine, de façon à faire des ensembles qu'on va ensuite mettre ensemble. Bon, c'est frappant aussi pour l'Union européenne. Moi, je connais ça depuis ma naissance. Enfin, pas tout à fait ma naissance, puisque je suis le fils d'un haut fonctionnaire européen. J'ai vécu à Luxembourg toute ma jeunesse. Je connaissais de l'intérieur. Je les connaissais tous. On avait des copains de classe qui étaient tous dans le même truc, quoi, si vous voulez. Bon, alors, à l'époque, c'était le Conseil des ministres qui décidait, le Parlement, n'en parlons pas, le Parlement européen c'était un hochet, et la Commission était une instance d'application faite composée de fonctionnaires internationaux aux ordres. Bon, maintenant, fil en aiguille, d'usurpation, exactement, selon le même schéma qu'utilise Laurent Fabius au Conseil constitutionnel, une institution qui n'est pas élue et qui n'a aucune légitimité prend de plus en plus de pouvoir. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on le répète, mais il faut le répéter, 80% des lois françaises sont faites de directives européennes. Bon, ou de règlements. De règlements et de directives. De directives et règlements. Et de la même façon que Madame von der Leyen et Madame, comment elle s'appelle, elle a un joli nom, s'imaginent qu'elles ont un devoir et un droit de diplomatie européenne, alors que rien ne les donne. Comme il y a un conseiller, un ancien président du Conseil, et là je le cite, parce que c'est un texte très important, italien, qui s'appelle Giuliano Amato, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, qui a écrit dans la Stampa, comme un grand journal italien, dans les années 2000, une note de méthode sur comment arriver justement au gouvernement international mondial. Et il a dit, il ne me semble pas qu'il serait opportun de faire des sauts, d'aller trop vite. Et il vaut mieux laisser, je cherche les mots, l'illusion aux nations de leur souveraineté et préparer et l'émietter doucement et préparer un avenir de prince sans souveraineté. C'est quand même merveilleux.
C'est magnifique. C'est pas moi. Encore une fois, on n'a rien. Il n'y a pas de complotisme, il n'y a pas de complot à inventer, puisque tout est dans les journaux, tout est dans les décisions de l'ONU. Bon, il suffit de lire. Mais non, il faut prendre le temps de lire. Et je sais que c'est le drame aujourd'hui. Les gens parce qu'on n'a pas, ils ne prennent plus le temps de lire. Il n'y a même pas besoin de recherche, il n'y a pas besoin de faire une enquête. Il suffit de lire ce qui est, mais officiellement proclamé par les gens de l'Arc-en-Ciel. Voilà. Il y a aussi une forme de défaitisme, je pense, des gens, enfin, tous ne sont, mais l'hydre est tellement puissant, si vous voulez, que des fois, il peut y avoir un sentiment de défaite. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais rajouter, moi, juste, oui, c'est le fait qu'en fait, il y a ce que vous évoquez, en effet, il y a au niveau mondial, au niveau supranational, mais il y a aussi l'infiltration de ces réseaux dans les corps intermédiaires. Moi, j'ai 2 exemples, c'est dans le monde syndical et dans le monde de l'entreprise. Par exemple, ce qu'on a déjà évoqué ici, c'est la réglementation, par exemple, bancaire ou des entreprises qui vont devoir publier un rapport CSRD. Et dans ce rapport, vous devez mettre ce que vous faites pour le climat, pour l'égalité, pour tout ce que vous voulez. Et ces directives-là, il y a une forme d'inertie. Et moi, pour le vivre de l'intérieur, même si les gens ne sont pas d'accord, ils sont obligés de l'appliquer quelque part. Et vous faites avancer la cause comme ça. Une fois que la réglementation au-dessus est posée, en fait, les choses avancent toutes seules. Eh bien, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça avance en parapluie. Les décisions sont prises très en haut. Et l'Europe, par exemple, quand on a commencé à faire le Green Deal, eh bien, vous avez tout un ensemble de réglementations, de directives qui se transforment en loi et qui sont appliquées au niveau de l'entreprise, au niveau du Sénat, partout. C'est le principe, De la même façon que nous avons maintenant je suis désolé, mais le mariage pour tous est une réalité. Nous devons accepter ce qu'on appelle le mariage gay, ce qui n'a pas de sens en soi, qui n'a aucun sens anthropologique, qui n'a aucun sens moral, qui n'a pas de réalité. On est devant un système qui impose, comme vous le disiez, mais vraiment par anticapillarité, par ruissellement. Là, pour le coup, le mot ruissellement est bon. Ruissellement, des tas d'obligations qui sont des obligations formelles. Si on ne les suit pas, on est sous le coup de la loi. Voilà. Aux pauvres petits crétins, serfs que nous sommes. Alors, vous disiez, il y a du défaitisme. Alors, pas toujours. Si je devais trouver un sens positif à l'expérience Trump, c'est justement de dire que un type, avec tous les défauts qu'il peut avoir et les impairs qu'il peut commettre, quand même, il a quelque chose. Il dit oui, lui, il devrait le dire. C'est Obama qui dit yes we can. Mais lui, il aurait le droit de le dire yes we can, foutre l'arc-en-ciel en l'air. Et il y va. Il y a quand même des choses qui sont très jouissives. Je sais pas, moi, quand il coupe dans l'USA un coup de tronçonneuse, c'est très drôle. Et c'est très bien. Quand il dit qu'il y a deux sexes et pas plus, très bien. Quand il coupe toutes les subventions à l'armée américaine pour empêcher qu'on favorise les LGBT, c'est très bien. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses qui sont très bien. Malheureusement, il a une façon un peu particulière de comprendre la diplomatie, mais c'est autre chose, ça. Alors, moi, je me permets une dernière question, et ça, c'est pour donner de l'espoir à nos auditeurs ainsi qu'à vos lecteurs. Que faire ? Que faire pour lutter contre cet arc-en-ciel ? Parce qu'on a compris la maladie, entre guillemets, mais comment lutter contre, à part prier ? D'abord prier. Ah non, mais je plaisante pas. Ah non, moi non plus, je suis très sérieux. Vous avez certainement lu la conclusion générale parce qu'elle n'est pas longue. Eh bien, c'est qu'il faut nommer les choses. Il faut constamment nommer les choses. C'est-à-dire, il faut en finir avec la révolution. Il faut dire, nous n'avons pas peur d'être contre. Et ensuite, il faut prendre en visière tous comment dirais-je, tous les taurons de l'arc-en-ciel. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel, en fait ? C'est quand même avant tout un existentialisme qui nous dit, voilà, la réalité n'a aucune importance. Vous devez vous plier au ressenti des uns, et d'un côté, à la base, et en haut, à la loi des autres. Non, la loi, les ressentis, c'est pas très important. Il faut rappeler ce qui est très important, c'est la nature, c'est l'humanité, c'est les choses vraies. Donc, revenir aux choses vraies, nommer les adversaires.
Ça, c'est la première chose. Je crois que si on ne fait pas cet effort-là au départ, c'est-à-dire on ne peut pas répondre à un ennemi implacable si on reste dans son référentiel. Regardez ce que faisaient quand même les gens comme Solzhenitsyn et les dissidents en Union soviétique. Ils sortaient complètement de l'affaire. Ils faisaient des samizdat où ils faisaient quelque chose que les autres n'osaient pas faire. Si on lit la littérature de l'époque, on voit que finalement personne ne croyait vraiment aux bêtises et à la propagande du système soviétique. Mais tout le monde faisait comme si. Et les dissidents ont décidé de ne plus faire comme si et de nommer les choses. Je crois que la première des choses à faire partout, c'est de nommer, de dire oui, ce qu'a fait l'autre jour Trump, oui, il y a deux sexes. Le sexe féminin et le sexe masculin. L'un va chez le gynécologue, l'autre chez l'urologue, et les autres sont des fous. Ils vont chez les fous, et puis c'est tout. Il n'y a absolument pas à sortir de. Il faut, disons, au contraire, il faut sortir du blablabla et de l'illusion dogmatique de l'arc-en-ciel. Très bien. Et alors, une autre question qui va dans le même sens. Est-ce que cette révolution arc-en-ciel, elle va pas mourir dans l'œuf? Je donne un argument par rapport à ça. La première population mondiale, c'est l'Inde. La deuxième, c'est la Chine. On voit que les États-Unis, à mon avis, ne resteront pas longtemps troisième. Il y aura un autre pays qui va le détrôner, du fait de leur démographie. Je pense aussi que le centre économique de la planète va se déplacer, plutôt vers l'Asie. C'est-à-dire que le temps où on était dans le siècle européen, entre guillemets, les Européens pourront peut-être plus donner, on va dire, le là. Et l'arc-en-ciel, en fait, est en fait une création de l'Europe et des États-Unis. Au-delà, en Afrique, il y a quelques retombées, mais disons, ils ne pourront pas prendre le relais. Je vois mal le relais repris par l'Inde ou la Chine. Et est-ce que cette révolution arc-en-ciel ne mourra pas avec le déclin de l'Occident? Alors d'abord, il faudrait que l'Occident décline très vite, parce que on est encore loin si vous regardez quand même le revenu par habitant et la productivité du chinois par rapport à l'américain, on n'y est pas encore quand même. Bon. Je suis d'accord. C'est une première chose. Mais deuxièmement, et c'est là que je crois que la situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Je pense que l'idéologie arc-en-ciel parvient à intégrer justement des choses qui ne sont plus européennes d'origine, notamment le bouddhisme, parce on n'a pas beaucoup parlé de religion, mais je crois que la religion de l'arc-en-ciel est une sorte oui. Comment dirais-je, c'est pas non plus un athéisme, c'est un panthéisme, voilà, un panthéisme matériel, et je crois qu'on peut très bien intégrer aussi bien l'animisme de l'Amérique du Sud que parce que c'est très animiste quand même l'Amazone, que l'hindouisme et le bouddhisme. Je ne crois pas du tout, et notamment, j'aimerais bien savoir comment les choses vont se passer avec la Chine, et notamment avec ce qu'on appelle les catholiques chinois. On est, je crois, assez près d'une espèce de rassemblement un peu vaseux de toutes les religions. Regardez l'effort justement du pape François. Alors là, tout à l'heure, j'étais très optimiste, là, je le suis moins, avec ce qu'il a dit en Indonésie, notamment, je ne sais pas si vous suivez, mais ce qu'il dit quand il est avec le grand imam de la mosquée du Caire, on est quand même sur des tendances qui ne sont pas, même pas œcuméniques, qui sont vraiment syncrétiques, et je pense que la révolution arc-en-ciel est une révolution spirituelle qui peut très bien intégrer, par exemple, des différences importantes au point de vue au point de vue de la façon de gouverner. On n'est pas encore, vous aviez compris que l'empire est en transition. Oui. On n'est pas encore au niveau du gouvernement mondial. On intègre simplement ici et là
d'abord, on intègre des manières de penser des uns et des autres. Et surtout, on met à niveau, c'est ça quand même qu'il faut pas oublier de rappeler, c'est la fonction de l'écologie, on met à niveau les économies. Plus ou moins, hein, on est bien d'accord. Mais en gros, on pille le Nord pour enrichir le Sud. C'est bien ce qui se passe actuellement. Hein. Si les Français et les Européens souffrent tellement et s'endettent aussi fort, c'est pas pour des prunes, c'est parce qu'on les vole par le biais de la politique verte. Il faut comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'environnement, la politique environnementale est un moyen de voler le Nord au profit du Sud, et donc de préparer cette espèce de lissage. On en est bien loin, parce que quand même, hein, des endroits où on vit avec 200 € par an, on est bien d'accord, on n'est pas du tout encore arrivé, mais on est sur un mouvement de transition. Voilà mon opinion. Je vous rejoins tout à fait. Juste une petite remarque, c'est le rapprochement du féminisme avec la sorcellerie. C'est assez intéressant parce que l'image de la femme avec la sorcière, et il y a un salon de la sorcellerie sur Paris qui fait vraiment le plein et qui est très dynamique. Et je vous rejoins tout à fait sur l'aspect religiosité. Et on nous impose de nouvelles formes de religiosité à travers cette révolution LGBT+. On est d'accord. Vous y avez été à ce salon, c'était bien? Pas du tout. Vous imaginez? Là, je conseille à nos auditeurs de lire Sylvain Durin, Le sang qui nous lie, aux éditions Le Verbe Haut, et qui explique très bien pourquoi la femme est dans la magie, et qui explique pourquoi justement l'homme n'est pas dans cette divination magique. C'est très intéressant. Je vous conseille, chers auditeurs, je vous conseille aussi à vous, Christophe, de le lire si vous ne l'avez pas lu, Sylvain Durin, Le sang qui nous lie, et qui explique un certain nombre de clés par rapport à ça, et qui est totalement compatible avec le néo-féminisme et le retour d'un certain spiritisme, avec ces histoires de sorcières qui ont été honteusement persécutées par la terrible Église catholique. Mythologie, bien entendu. Bien entendu, puisque les vrais procès de sorcières ont été en pays protestants. Oui, c'est tout à fait, exactement. Alors, moi j'ai une question d'auditeur. Alors, il y a souvent dans la chrétienté française des rébellions. Philippe le Bel, pour des raisons financières et vénales, a brûlé, alors il voulait dire Jacques de Molay, et exécuté les Templiers. Ils se sont réfugiés au Portugal avec certains rescapés. Le prince Henri de Brégance, fils de Doma Philippa de Lancastre, a reçu les Templiers. L'Église a déclaré à ce noble qu'il était excommunié, et parce qu'il avait reçu les Templiers. Il fonda un couvent à Thomère. C'est là que finalement une soumission a été faite à l'ordre de l'Église, par crainte d'être excommunié. Le prince Henri de Briance a fondé l'ordre du Christ, dont les caravelles portugaises ont fait le tour du monde. Alors, déjà une petite précision. Philippe le Bel, il n'a pas seulement, c'est pas seulement pour des raisons financières, c'est qu'il y avait un conflit entre Philippe le Bel et le pape, et que les Templiers, c'était une milice qui était sur le territoire français. Donc Philippe le Bel ne voulait pas. À lire Les Rois maudits de Maurice Druon. Et ensuite, Philippe le Bel ne s'est pas arrêté aux usuriers templiers, bien loin de là. Il a aussi racketté, il n'y a pas d'autre mot, les différents lombards, c'est-à-dire les banquiers italiens. C'est-à-dire qu'il leur disait de racheter leurs droits. Donc c'était assez intéressant. Il nous reste 3 petites minutes. Martin Pelletier, est-ce que vous pourriez nous dire un argument phare, en plus de ce que vous avez dit, pour donner envie à nos auditeurs d'acheter votre livre? Parce que c'est ça la finalité. Ils vont s'amuser en le lisant, j'espère. Parce que ça, c'est un bon argument. J'ai essayé dans un moment donné beaucoup d'exemples. Je parle d'une démarche qui essaie de faire une synthèse naturellement, mais qui relate énormément de faits, et les relate souvent, quand même avec des mots qui sont plutôt vivants. Donc, je pense qu'ils vont s'amuser. Et puis, je pense qu'ils vont surtout essayer qu'on peut réfléchir au concept même de révolution. Parce que je note, malheureusement, et je ne fais que suivre en cela
comment s'appelle-t-il, Jules Monroe, qui était un très grand sociologue, que le mot révolution est tenu en bonne part aujourd'hui. On dit, quand on parle de révolution industrielle, de révolution verte, agricole, c'est bien. Révolution culturelle un peu moins, parce que Mao était un peu fort. Alors oui, les gens mais les gens pensent qu'une révolution c'est bien souvent. Ils disent il faudrait faire une révolution. Même le marshal Pétain parlait de révolution nationale. Moi je pense que le mot révolution c'est une très mauvaise chose, qui recouvre toujours quelque chose de désagréable et de pervers. Et je ne sais pas si vous avez certainement fait votre mathélème comme tout le monde. En analyse, on parlait de mon temps des transformations. Il y a les transformations, il y a la rotation, il y a la révolution. Mais la révolution, en fait, elle prétend être une révolution, mais en fait, c'est une inversion. C'est-à-dire que simplement, elle inverse les valeurs. C'est-à-dire, ce qui est bien devient mal, ce qui est faux devient vrai. Ce qui est beau devient laid. Et vous le voyez quand vous regardez de l'art contemporain, contemporain, c'est laid. Quand vous voyez le consensus scientifique sur le climat, par exemple, on ne suit pas la méthode scientifique. Il y a le consensus scientifique, c'est un mensonge, c'est faux. Et tout est à l'avenant. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en avant. Et j'espère que le lecteur sera content de le voir, c'est dans la cohérence dans le mensonge. Voilà, la révolution est un mensonge, il faut lutter contre. Eh bien écoutez, merci beaucoup Martin Pelletier. Merci beaucoup pour ça a été très instructif. Le vrai nom du grand bordel, Arc-en-Ciel, au bout de la Révolution, un empire et sa religion, a commandé, acheté aux éditions du Verbe Haut. Chers auditeurs, vous savez ce que vous avez à faire, achetez ce livre, lisez-le, empruntez-le. Et nous allons nous retrouver tout de suite pour une seconde partie avec Christophe et moi, avec certaines actualités. Restez bien sûr à l'écoute sur Radio Courtoisie. Merci à tous. Au revoir, Martin Pelletier.